Les éditions du Roi Barbu présentent Léonie et les couleurs du temps, écrit et lu par Ben Gano. Léonie venait d'un pays où tous les enfants naissent dans une bulle. L'enfant apparut, la mère se débarrasse de la bulle, qui ne sert plus. Seulement voilà, la petite Léonie, à sa maman, donna du fil à retordre et jamais de sa bulle ne put défaire Léonie. Ainsi elle grandit dans sa jolie bulle au reflet d'argent. Elle goûta la vie, dont toutes les merveilles lui parvenaient. À travers sa bulle, elle vit, mais ne sentit pas et ne le savait pas. À travers sa bulle, elle vit, mais ne put toucher et ne goûta pas. Non, elle ne savait pas la saveur des fruits d'été, la brise fraîche du matin, le chant joyeux des oiseaux éveillés, la douceur du velours ou de l'étoffe satinée. Mais elle poussait, Léonie, elle grandissait et s'émerveillait de la beauté de la vie. Sa bulle n'avait pris les couleurs du temps. Alors, le lundi, Léonie pensait bleu, vive et bleue, faisant les couches de couleurs de sa bulle qu'elle n'avait eues, avec le pouvoir d'intention et d'illumination, elle colorait sa bulle. Pour ces lundis, elle avait rassemblé dans un coffre, comme ceux que l'on trouve parfois sur les bateaux, toutes sortes de pierres et d'objets bleus. Parmi ces pierres de couleur bleue, des sodalites, des lapis lazuli, des saphirs bon marché, des chalcédoines et autres agates ou topazes bleus. Elle allumait une bougie bleue et proclamait que le bleu du ciel et des cieux, que le bleu de la mer et de ces pierres bleues venant de la terre, fassent ensemble par le pouvoir de la flamme de cette bougie bleue une couche protectrice bleue autour de mon corps et de ses bulles. Que ma bulle ait la force et la grâce du ciel, la fluidité et l'étendue de la mer, et que jamais ne me quitte son rayonnement bleuté. Dans le coffre, elle gardait des vêtements tous bleus, eux encore, qu'elle enfilait avant de s'asseoir au sol devant la bougie bleue qui faisait office de micro à sa demande, à sa voix. Elle en sortait aussi un carnet à spirale, toujours bleu, et un feutre, aussi bleu, et écrivait parfois alors des rêves et des pensées. Souvent, la nuit suivante, elle rêvait bleu. Elle rêvait de bleu, de mer et de ciel, ou de lumière bleue. Elle avait des rêves bleus. Le mardi était le jour du rose et des roses. Léonie allait dans un jardin de roses passer ses jours de mardi rose. Des roses roses et rouges, elle s'embaumait de roses. C'était ainsi que les fleurs faisaient la fleur qu'était Léonie. Son plein d'essence et sens, en évanescence de roses et de roses. Une autre couleur en ce jour enveloppait ses sens en tous sens et sens, sans sens inverse. C'était ainsi sans cesse les mardis de Léonie. Elle pensait rose et faisait à sa bulle une alvéole, une membrane infinie, sans pourtant être sans contour, comme une membrane infiniment élastique qui pouvait étendre sa bulle et la faire aller, comme non finie, parcourir le monde ou même l'envelopper ainsi. Le mercredi et son ver dans les forêts étaient comme une autre couche ou une autre bulle ou couleur de bulle qui venait se déposer autour de Léonie, comme une addition et un nouveau contact avec le ver de la nature que lui amenaient les arbres et la faune de vie. Les écureuils, les renards, les chouettes et les daims s'approchaient parfois de sa bulle, s'y faisaient englober pour elle et eux en cette journée du mercredi. Eux recevaient les couleurs qu'ils ne connaissaient pas. Ils échangeaient alors, les animaux et Léonie, tant et tant. Elle venait mettre sa bulle dans la forêt comme on dépose un objet sur un coussin, ou un bébé dans un couffin, ou comme on plonge dans un bain de bulles de couleur.
Parce que Léonie nie pas Noël, Noël nie pas Léonie. Parce que Léonie nie pas Noël, Noël nie pas Léonie. Parce que Léonie nie pas Noël, Noël nie pas Léonie. Elle pensait vert, elle demandait la couleur verte en disant « Je suis un être vert comme la nature, que la nature me le montre en m'enveloppant d'un rayon de couleur verte, que la nature diffuse dans mes bulles sa lumière verte. » Elle imaginait alors des ruisseaux d'eau verte, des jets de verre qui l'enveloppaient comme une douche fine de lumière verte. Le professeur professait qu'à l'extérieur de chaque lumière était une frontière gardée par un archange, et que la peau de chaque couleur était faite de l'archange. La nature, elle, disait-il, devait le savoir aussi. Lui était toujours entouré d'une nuée qui se déplaçait autour de lui, et avec lui. Tellement il avait étendu ses bulles, le professeur, comme un arc-en-ciel virevoltant qui l'enrobait, sa belle nuée ne le quittant jamais vraiment, traversant le monde et ses temps, à chaque instant de ce monde qui ne le voyait pas vraiment. Lui, il était la saveur des fruits d'été, la brise fraîche du matin, le chant joyeux des oiseaux éveillés, la douceur du velours ou de l'étoffe satinée. Tellement d'autres choses encore, toutes les choses même peut-être étaient en lui. Il avait toutes les clés et toutes les portes secrètes qui mènent au royaume où les couleurs naissent et vont et viennent en un tourbillon arc-en-ciel. Il disait que ses pieds étaient pareils à une fleur de lotus et que sa tête touchait les cieux, que les anges lui parlaient et lui montraient les chemins du temps, les portes étroites où l'on vous a ouvert lorsque vous avez frappé. Pour la première fois, Léonie sentit, toucha, goûta. La vie s'était comme décuplée. Alors il décida de l'emmener goûter toutes les saveurs de la vie à travers d'autres pays. Il la fit monter sur son radeau de lotus et se mit à pagayer vers les horizons ensoleillés, lui disant qu'il fallait régulièrement se connecter au soleil, à la terre et à la lune, s'y brancher, rééquilibrer notre corps et notre psyché, les en nourrir, les en charger, les en enrober, les en envelopper. Surtout quand nous pouvions voir au même moment, dans le même paysage, au même instant, le soleil et la lune, comme face à face parfois, ou comme en compagnonnage discret. Aux étoiles la nuit, il fallait chercher signes et couleurs, géométrie. Il disait que dans chaque couleur, deux lumières, deux bulles, d'enveloppes, deux couches, qu'il pouvait circuler parfois différents êtres dont nous ne connaissions pas d'équivalent dans la matière, et que lui connaissait comment aller chercher les savoirs dans des endroits qui les contenaient tous, que lui savait y voyager, et eux voyageaient jusqu'à lui. Il allait porter Léonie jusqu'où les humains sont oranges, là où l'on met des fleurs, des mets et des flammes sur le grand fleuve, depuis toujours ou presque, là où les fleurs sont comme ses pieds, que les eaux ne mouillent pas. Le professeur enseignait à Léonie beaucoup de secrets sur les couleurs et l'art de faire des bulles de lumière autour des corps et des objets, lui apprenant que l'on pouvait entourer d'autres êtres de ces lumières et de ces bulles colorées, qu'il n'existait pas seulement un monde d'objets, un monde matériel comme la plupart des gens le conçoivent, parce que l'imaginaire était un autre monde tout aussi réel, et qu'il était aussi lié, ce monde de l'imaginaire, au monde de la matière, que si nous imaginions et visualisions, par exemple, des bulles de lumière de couleur autour d'autres personnes, ces bulles étaient créées dans cet autre monde,
ou autre aspect de ce même monde, et que cela avait un impact sur ces êtres de faire cela. Il ajoutait que toute chose était en fait créée ainsi, par la pensée, par l'intention, par l'imagination, pour devenir ensuite matière, ou pas, suivant des mesures que nous ne pouvions, nous, pas vraiment comprendre. Ce monde d'imagination et d'intention étant en réalité la source du monde visible, de notre monde tangible. Que cela se passait d'abord ainsi, par ce monde de l'imagination. Et nous pouvions agir donc dans ce monde de l'imaginaire, et donc sur le monde de matière nous entourant, et sur les êtres y vivant en même temps que nous. Léonie comprit tout ce que le professeur lui racontait, lui apprenait, et elle commença à agir en fonction, faisant sa propre lumière, ses propres bulles de lumière autour d'elle. Elle commença à faire de même avec ses animaux de compagnie, puis à faire encore de même avec des inconnus ou des objets. Elle tentait d'illuminer ainsi le monde entier à chaque instant, mettait des bulles de lumière partout, et autour surtout des humains qu'elle croisait. Ayant pris une telle habitude et une telle aptitude à faire cela, elle était très rapide à le faire. À chaque être ou animal qu'elle croisait désormais, elle pouvait envoyer des rayons de couleur que eux ne pouvaient voir, mais ressentaient pourtant autrement. Ces rayons influençaient bel et bien leur vie ensuite. Elle et le professeur se rencontraient de plus en plus souvent pour additionner leurs facultés et progresser, afin de construire en avance un plus beau monde, un monde plus coloré, un monde meilleur, un monde de lumière. Le professeur la prévenait que lorsque nous savions ces secrets, nous devions être des êtres très sages, et ne jamais nous en servir au détriment de quiconque. Que ces savoirs impliquaient d'avoir un grand sérieux, et une vraie conscience de nos responsabilités et devoirs envers la nature et toutes et tous. Léo nie pas la vie. Léonie déambule en faisant des bulles, le cœur irisé aux 1000 reflets de sa bulle, le cœur chantant, le cœur riant. De sa bulle jaillissent des éclats arc-en-ciel. Elle colore le ciel, la terre, elle colore la vie, Léonie. Le professeur voulait amener Léonie avec lui au pays des hommes oranges pour Noël. Il chantait pour cela. Il disait « Autant frapper à la porte en chantant ». Il chantait Dieu. Il entonnait tout le jour des louanges. Anton I Art O était son nom. Il avait appris à faire cela d'un homme orange qui était venu avant lui du pays des oranges, en bateau, au pays des hamburgers. Il disait que cet homme orange les conduirait, elle, Léonie, et lui, Antonin, au pays des hommes oranges. Peut-être pour Noël, si le ciel et les maîtres des couleurs du ciel le faisaient ainsi. Peut-être même, disait-il à Léonie, que les maîtres des couleurs du ciel et des temps le savaient déjà, l'avaient même peut-être déjà fait en avance, et qu'il fallait laisser faire, car les maîtres des couleurs savaient les choses bien mieux qu'eux, car eux connaissent toutes les subtilités des couleurs du ciel et des temps, ce qui les substance.
Il suivait une étoile venue du ciel qui était devenu humain. Il disait que l'âme ne peut mourir, et surtout pas en chantant. Il suivait ces étoiles venues avant mettre les couleurs du ciel sur la terre. Il vivait comme dans une orbite arc-en-ciel scintillante et guidant ses pas qui le menaient à d'autres temps. Il y en a, c'est les étoiles qui les substancent. Lui, c'était ces étoiles-là, comme des flammes qui s'additionnent pour ne s'éteindre jamais. Lui pour devenir comme elle, et elle pour devenir comme lui et elle. Car telle est la lumière, ainsi est-elle. Ils dansent dans leur bulle qui ne fait plus qu'une, lui et elle, quelles que soient les saisons ou le climat et la météo. Eux dansent dans leur bulle. Parce que Léonie nie pas Noël, Noël nie pas Léonie. Parce que Léonie nie pas Noël, Noël nie pas Léonie. Parce que Léonie nie pas Noël, Noël nie pas Léonie. Léo nie pas la vie. Léonie déambule en faisant des bulles, le cœur irisé aux 1000 reflets de sa bulle. Le cœur chantant, le cœur riant. De sa bulle jaillissent des éclats arc-en-ciel. Elle colore le ciel, la terre. Elle colore la vie, Léonie. Le professeur et Léonie regardaient parfois les paquebots et les navires de croisière quitter le port. Et le professeur désirait faire comme son ami le grand sage, monter dans un de ceux-ci avec Léonie, afin de passer Noël dans le pays lointain des hommes oranges. Ce pays d'où venait le grand sage, qui avait lui pris un paquebot à un âge plus grand qu'eux, pour se rendre au pays des hamburgers, leur apporter ses plus belles graines spirituelles. Son cœur, qui avait déjà beaucoup aimé, vécu et ressenti, s'était alors arrêté par 2 fois lors de son grand voyage. Mais à chaque fois, Dieu lui avait redonné vie. Le professeur voulait lui rendre ses graines en les rapportant au pays des hommes oranges avec Léonie, en prenant eux aussi l'eau et non l'air pour voyager si loin. Traverser cette surface du globe qui n'est que liquide et marée et sur laquelle les bateaux voguent. Il y avait longtemps que Léonie vivait dans cette ville portuaire, mais jamais elle n'avait pris un de ces bateaux qui s'y construisent ou qui y passent. Que les hommes ici applaudissent souvent telles des majestés flottantes. Le professeur avait bien des graines à apporter lors de ce voyage. Lui venait d'un monde où Noël était le phare, et voulait voir jusqu'où ce phare éclairait, jusqu'où l'étoile avait brillé, et brillé encore, et pour toujours. Celle de David et les autres, celle des bergers et des brebis, celle des innocents et des justes pesés, celle de la gloire, de la paix et de la justice, celle qui passe et vient au-dessus des hommes, les illuminer et les amener là, où toujours les étoiles brillent de tout feu et de toute leur énergie. Ils partirent un matin, glissés comme des clandestins, comme des exilés, comme des migrants sous une bâche verte et jaune que les marins avaient laissée ouverte, comme une porte étroite, comme un lit assez confortable pour voguer sous les étoiles. Le soleil comme boussole vers ce lointain continent du grand sage. Là où les hommes oranges mettent des guirlandes et des bougies dans les manguiers sacrés, et savent que le grand et long fleuve depuis toujours les regarde, les berce et les enregistre pour tous les siècles. Siècles qui, eux, passent comme son eau à lui, le grand fleuve coule. Noël était au bout du voyage. Et
le professeur et Léonie savaient déjà que leur navire les y conduirait en douceur et en paix. Car ils avaient demandé aux étoiles et au-delà d'elles que cela soit ainsi. Et cela serait bel et bien au final ainsi. Ils s'étaient illuminés et entourés de leur bulle multicolore et protectrice. Ni Léonie, ni le professeur n'avaient plus de famille. Aller ainsi ensemble vers l'étoile qui est allée si loin les faisait s'y unir comme on unit ceux qui avancent vers les plus beaux rêves et les plus beaux horizons. Ce sont les rêves unis qui font l'union des possibles. Les rêves peuvent unir les êtres au-delà du temps, au-delà même de tout temps et de tous les temps. Là où le plus beau rêve a déjà gagné en avance. Bien que le temps qui nous en sépare reste pour nous tous un mystère. Ce plus beau rêve est dans la graine, comme la fleur est déjà dans la graine. Comme la fleur ne peut être sans la graine, car c'est elle la graine qui contient la fleur et son destin. Pour le professeur, c'était le grand sage qui avait semé la graine, et eux, le professeur et Léonie, qui étaient devenus les fleurs de cette graine. Ils rapportaient les fleurs qu'ils étaient, là où était l'origine du grand sage, comme un hommage, et l'apothéose de sa graine, germée et fleurie. Il y a des graines en nous tous, disait le professeur, des graines qui viennent parfois même d'autres temps, et d'autres avant nous, d'autres graines semées, ayant atterri en nous, en nos rêves, en nos corps et nos actions, en nos potentiels, en notre terre intérieure, en nos terres intérieures. Nous sommes la terre de la terre du monde, ou le terreau de la terre, le terreau du monde. Dans le pays des hommes oranges, ils avaient l'habitude d'avoir des hommes divinisés ou des divinités devenues hommes. Alors ils n'avaient eu aucun mal à reconnaître cet enfant Jésus de Noël comme divin. Ils avaient fait une place de choix parmi leurs amis divins à cet homme qui avait tant fait parler de lui et dont on fêtait la naissance passée partout dans le monde depuis. Les manguiers ou autres arbres pour eux sacrés remplaçaient les sapins de chez nous et pouvaient alors, en fin d'année, être embellis de guirlandes, de cadeaux, de friandises ou de bougies et d'une étoile. Cet homme avait fait des prodiges, et eux croyaient aux prodiges, ainsi qu'aux faits miraculeux et divins. Leurs histoires religieuses en étaient aussi truffées. Au fil du temps, des sages d'Occident étaient venus leur raconter les histoires de cet enfant devenu roi et saint, venus aussi leur montrer leur grande foi passant par lui pour atteindre tous les cieux. Comme vous et nous, comme Léonie et le professeur sur leur navire, cachés et sereins, tous comptaient les jours qui les séparaient de Noël. Car ce qu'il était venu faire et annoncer comme une lettre, cet enfant sage divin, était accompli. Sur toute la surface du monde désormais, le nom de Jésus était fêté. Souvent par les plus sages des hommes, qu'ils furent nombreux parmi les autres hommes, ou moins nombreux, selon le continent où ils vivaient et l'avancement de l'étendue de la mission accomplie.
Cette lettre était donc bien vivante et voyageait encore et encore sur chaque patrie, sur chaque nation où pouvaient naître des enfants qui pourraient faire de ce jour, avec plaisir et joie, leur plus glorieux jour de fête, et où Léonie et le professeur pouvaient et pourraient poser leurs fleurs et bulles d'arc-en-ciel. Fin du conte Léonie et les couleurs des temps. Merci de votre écoute. Je suis Ben Gano.